Bonsoir à tous, très heureux que vous soyez avec nous ce soir, donc pour une troisième séance d'information qui va porter cette fois-ci sur le processus de réclamation, de médiation et d'arbitrage à GCR, donc dans le cadre du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Les séances 1 et 2 ont porté sur les protections avant réception, puis sur l'inspection pré-réception. Là, ce soir, on va poursuivre avec l'étape suivante, advenant que tout ne se soit pas passé comme prévu, c'est-à-dire le processus de réclamation. Et puis, d'entrée de jeu, je tiens encore une fois à remercier la Régie du bâtiment du Québec de subventionner le projet qui nous permet de produire des séances comme celle-ci. Je m'appelle Marc-André Arnois, je suis directeur général de la CQC. Pour ceux qui nous connaissent moins, la CQC, c'est un organisme communautaire en défense collective des droits qui existe depuis 1994 et dont la mission, c'est de promouvoir et défendre les intérêts des consommateurs et les guider dans les domaines de l'immobilier et de la construction résidentielle. Donc, ce soir, on a une présentation un peu plus courte que je vais présenter moi-même. Puis, cela dit, je suis accompagné d'une bonne partie de l'équipe de la CQC qui vont possiblement pouvoir m'aider pour la période des questions. Finalement, un éclaircissement important que je dois faire avant de commencer. Ce soir, on va donner des informations générales. Parfois, on va donner des exemples, ce qui peut donner l'impression qu'on donne un avis sur ce qu'on devrait faire ou pas faire dans une situation donnée. Il ne faut jamais perdre de vue que chaque situation est particulière, que des éléments particuliers à un cas peuvent vraiment tout faire changer. Donc, pour avoir un avis ou des conseils sur votre situation spécifique, il faut vraiment consulter un avocat ou un notaire, ce que d'ailleurs je ne suis pas. Donc, vraiment, ce soir, on donne de l'information juridique, c'est d'expliquer comment le droit s'applique en général. Si vous avez un problème concret, il faut consulter un juriste au sujet de votre cas spécifique. Bon, on commence, mais avant de plonger dans le vif du sujet, juste un petit peu de contexte, hein, parce qu'on le sait, l'achat d'une maison neuve, ça représente souvent le plus grand investissement d'une vie. Souvent, quand on achète neuve, on s'attend à recevoir une propriété en parfait état, et pourtant, c'est vraiment pas toujours le cas, hein. La construction, ça demeure un service rendu par des êtres humains, puis même chez les mieux intentionnés, l'erreur est humaine. Donc, c'est vraiment pas rare qu'une habitation neuve comporte des défauts plus ou moins importants. Pour en avoir des exemples, n'hésitez pas à écouter la séance 2 sur l'inspection pré-réception. Si vous vous en rendez compte rapidement, ben, l'entrepreneur il peut encore venir corriger par lui-même, mais si ça fait quelques années, ça se peut que son entreprise n'existe même plus et c'est entre autres pour ça qu'il y a un plan de garantie imposé par le gouvernement qui peut encore, lui, faire corriger des problèmes, même si l'entrepreneur n'existe plus. On peut aussi penser au cas où l'entrepreneur fait faillite avant la livraison ou encore les cas de retard de livraison. Donc, pour s'y retrouver, petit rappel que le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs qui relève de la Régie du bâtiment du Québec, qui a confié l'administration du plan à Garantie de construction résidentielle, qui est mieux connue sous GCR. Sauf cas exceptionnel, GCR devrait toujours être votre principal interlocuteur pour tout ce qui concerne le plan de garantie. Le plan vient vraiment vous offrir des recours concrets selon la situation, mais il faut respecter les processus puis les délais précis selon le type de problème et c'est exactement de ça dont on va parler ce soir. Encore quelques petites précisions parce qu'on va naviguer dans le monde des procédures. De plus en plus, le gouvernement vous incite à régler les différends autrement que par le recours au système judiciaire. Au moins tenter un mode alternatif de règlement des conflits, comme la médiation. C'est de plus en plus souvent exigé avant d'avoir accès à un juge. Et c'est un peu même dans cet esprit-là que le processus de réclamation, de contestation des décisions dans le plan de garantie, c'est un peu une voie alternative au système judiciaire, là. Puis les avantages sont évidents. Les coûts sont moindres, les délais sont plus courts, ça contribue à désengorger le système de justice. Cela dit, c'est important que vous sachiez que l'existence du plan de garantie ne vous prive absolument pas de vos recours au civil. Si vous avez un différend avec un entrepreneur sur quelque chose qui n'est pas couvert par le plan de garantie ou que vous estimez avoir droit à plus que ce que le plan vous offre, vous avez tout à fait le droit d'intenter un recours au civil, que ce soit à Cour du Québec, en Cour supérieure ou même aux petites créances, si ça s'applique. Euh, mais deux choses à garder en tête. D'abord, ben, l'avantage du plan de garantie, c'est qu'il est solvable. Même si vous jugez que votre entrepreneur devrait vous payer plus que ce que le plan de garantie peut vous offrir, ben, encore faut-il qu'il ait les reins assez solides pour vous payer advenant votre victoire. Par exemple, pour une maison unifamiliale, les vices sont couverts jusqu'à 300 000. Imaginons un cas catastrophique là, où vous avez un petit entrepreneur puis que la maison est tellement mal faite qu'il faut pratiquement la démolir puis la reconstruire. Ça va coûter plus que 300 000. Mais
Même si un tribunal vous donne raison, on peut se demander si votre entrepreneur va être capable financièrement d'assumer ses responsabilités. Donc, possiblement que ça va être plus avantageux de réclamer à GCR en perdant de l'argent que d'aller en cours pour perdre encore plus d'argent. Mais évidemment, c'est au cas par cas. Puis, si je peux vous rassurer, là, on n'a jamais vu ça, une maison neuve tellement mal faite que c'était mieux de la démolir. Mais bon, sait-on jamais. Ensuite, ben, j'ai dit qu'il fallait garder deux choses en tête. La deuxième, c'est que le concept de la chose jugée, aussi bien pour éviter d'engorger le système que pour empêcher de l'acharnement d'une des parties, on ne peut pas soumettre aux tribunaux deux fois le même litige entre les mêmes parties. Donc, si vous avez une sentence arbitrale dans le cadre du plan de garantie, vous ne pourrez pas obtenir un nouveau jugement sur le même sujet en intentant un recours en justice. Puis inversement, si vous soumettez votre recours aux tribunaux, ben, vous allez perdre la protection du plan de garantie là, parce que tout ce que le juge va avoir tranché, ben, GCR ne va pas se pencher à nouveau dessus. Ça devient de la chose jugée. Donc, tout ça pour dire que ce soir, on va juste parler du processus dans le cadre du plan de garantie, mais si vous choisissez de vous adresser aux tribunaux, c'est évidemment différent. Ensuite, et rapidement, parce que ça va faire l'objet d'une séance à part, on va parler un petit peu des garanties euh, qui s'appliquent, les différents types de garanties qui s'appliquent, parce que les délais ne seront pas les mêmes en fonction de quelle garantie s'applique. Donc, il y a quatre grandes catégories de protection offertes par le plan de garantie, là. Les acomptes, les frais engagés à cause des retards de livraison, tout ce qui concerne le parachèvement des travaux, puis ensuite tout ce qui est les défauts de construction en tant que tel, là, qu'on va séparer en malfaçon ou vices apparents, vices cachés, puis des vices majeurs, on va dire, là, de conception, construction, réalisation ou des vices de sol. La protection des acomptes, on se rappelle, ça va jusqu'à 50 000 $. Ça protège le prometteur acheteur tant que le bâtiment a pas été reçu. Pour les malfaçons puis les vices apparents, ça s'applique jusqu'au moment de la réception ou dans les 3 jours si on n'a pas encore emménagé, là. Pareil pour le parachèvement des travaux. Puis pour les malfaçons non apparentes, la protection dure 1 an. Pour les vices cachés, elle dure 3 ans. Et pour les vices de conception, de construction, de réalisation, ainsi que pour les vices de sol, la protection dure 5 ans. Avant de se pencher sur la procédure dans les différents cas, on va juste donner quelques explications sur les termes utilisés parce qu'il faut évidemment bien comprendre dans quelle catégorie on se retrouve pour savoir la procédure puis le délai qui s'applique. D'abord, la distinction entre malfaçon puis non-conformité. Dit simplement, une malfaçon, c'est quelque chose de mal fait. Ce n'est pas conforme aux normes en vigueur, notamment au Code de construction du Québec ou encore même aux règles de l'art. Si on peut démontrer que la pratique habituelle dans l'industrie est X puis qu'ils ont fait Y, ça ne respecte pas les règles de l'art. Euh, Ça se traduit par dans le fond, une mauvaise mise en œuvre ou une exécution défectueuse des travaux. Ça peut être un défaut visible, détectable lors de l'inspection, par exemple. La non-conformité, ça va plus loin parce que ça n'a pas besoin d'être mal fait. C'est juste que ce n'est pas conforme au plan ou au contrat. Donc, une malfaçon, c'est un peu comme ça peut être une forme de non-conformité, mais quelque chose qui n'est pas une malfaçon peut quand même être une non-conformité si ça ne respecte pas le contrat. Ensuite, les vices ou malfaçons peuvent être apparents ou non apparents, hein. De manière assez évidente, un vice apparent, c'est quelque chose qu'on peut remarquer à l'inspection pré-réception. La nuance, c'est que vu que la construction, ça peut être complexe, quelque chose peut être apparent pour un œil averti et ne pas l'être pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, comment déterminer si un vice vaguement visible, c'est apparent ou pas? Deux choses pour trancher le seuil subjectif, là, c'est que d'abord, on n'a pas besoin d'être un expert. L'acheteur prudent et diligent devrait pouvoir le remarquer. Mais la jurisprudence dans l'usager est très claire que un acheteur prudent et diligent, en général, va faire effectuer une inspection par un professionnel. Donc, en théorie, vous ne devriez pas avoir besoin d'être un expert ou d'être accompagné d'un expert pour le remarquer, mais c'est sûr que si vous n'avez pas fait appel à un expert, puis qu'après la prise de possession, vous découvrez un vice qui se trouve à la frontière de l'apparent et du non-apparent, vous allez avoir le fardeau de convaincre que vous avez fait l'inspection pré-réception de manière prudente et diligente et que si ça avait été apparent à ce moment-là, vous l'auriez remarqué. Donc, pour revenir sur la séance 2, là, sur l'inspection pré-réception, à moins d'avoir vous-même des bonnes connaissances en bâtiment, c'est fortement recommandé d'avoir un inspecteur à l'inspection pré-réception. Inversement, le vice ou la malfaçon non apparente, c'est quand l'acheteur prudent et diligent ne pouvait pas déceler à l'inspection pré-réception qu'il y a un problème. Encore une fois, pas besoin d'être un expert, mais c'est sûr que si vous y connaissez rien puis que vous avez fait l'inspection pré-réception en 10 minutes avant de passer chez le notaire sans prendre de photos ou de notes,
L'entrepreneur va avoir beau jeu de dire que c'était apparent au moment de l'inspection puis que vous l'avez accepté comme tel. Maintenant, si la non-conformité est mineure, on va parler d'une malfaçon, alors que si c'est plus important, on va parler d'un vice. Quand on parle de gravité mineure, là, on veut dire que la malfaçon n'affecte pas nécessairement la sécurité ou la durabilité globale du bâtiment, mais qu'elle vient nuire à la qualité de l'habitation. Par exemple, des portes d'armoire qui ferment mal, des planchers de bois qui craquent anormalement, une isolation inadéquate dans un mur non accessible. Bon, il y a plein de cas. Et puis, on va faire la distinction entre les deux parce que, comme on le dit un peu rapidement tout à l'heure, dans le cas d'une malfaçon non apparente, la garantie va être d'un an, alors que pour les vices cachés, elle va être de 3 ans, voire 5 ans dans certains cas. Donc, pour le vice caché, on l'a dit, le problème est plus important. On parle de quelque chose qui, s'il avait été connu, aurait influencé le prix de vente, voire la décision d'achat. Ici, le plan utilise les mêmes critères du vice caché que dans le Code civil, là, comme pour n'importe quelle poursuite en vice caché, pas nécessairement sur une maison, là, ça pourrait être sur une voiture. C'est-à-dire que le vice doit être non apparent. Ce n'était pas possible de déceler lors d'une inspection visuelle ou d'un examen attentif par un acheteur prudent et diligent. Euh, le vice est antérieur à la réception, donc le problème existait déjà avant la prise de possession ou la réception de la maison. Euh, le vice doit être inconnu de l'acheteur. Vous ne devriez pas être au courant du défaut au moment d'acheter. Et la gravité, comme on a dit, le défaut doit être suffisamment important que s'il avait été connu, vous n'auriez pas acheté la propriété ou vous ne l'auriez pas payé le même prix. Et on va arriver au processus bientôt, mais je veux juste dire tout de suite que quand il est question d'un vice caché, il faut absolument dénoncer par écrit le vice à l'entrepreneur et à GCR dans un délai raisonnable après la découverte du problème. Indépendamment de ce qui est prévu au plan de garantie, là, c'est prévu par le Code civil du Québec qu'en cas de vice caché, l'acheteur doit donner une chance au vendeur de venir constater puis corriger le vice. Il faut lui donner cette chance-là. Puis comme c'est une obligation légale, il faut le faire par écrit d'une manière qui laisse des traces, donc que vous allez pouvoir prouver que ça a été reçu. Puis GCR, de son côté, vient imposer d'être en copie aussi, là, donc il faut écrire aux deux. Surtout, à moins d'être dans un cas d'urgence, il ne faut pas réparer immédiatement. Il faut vraiment laisser une chance à l'entrepreneur, ben, au vendeur, euh, de venir constater et voir corriger le problème. Et je dis sauf en cas d'urgence, là, on parle de cas où si vous n'agissez pas très rapidement, là, le problème va s'aggraver de manière importante, là. Les coûts vont augmenter, voire perte du bâtiment, là. Si jamais vous devez absolument faire des travaux avant même que l'entrepreneur ait pu constater les problèmes, il faut vraiment contacter GCR avant en mentionnant qu'il est question de réparation urgente et nécessaire. Maintenant, certains types de vis sont couverts par la garantie de 5 ans. En général, techniquement, là, c'est aussi des vis cachés, mais dans le cadre du plan de garantie, on va parler de vis de conception, vis de construction, de vis de réalisation ou encore de vis de sol. On parle de problèmes d'une grande gravité, c'est-à-dire qui compromettent la solidité, la stabilité du bâtiment ou qui risquent de mener à ce qu'on va appeler dans le Code civil la perte de l'ouvrage, c'est-à-dire rendre l'immeuble impropre à l'usage auquel il est destiné. Ça, c'est ce qui est dans la garantie de 5 ans. Donc, maintenant qu'on a fait ces quelques clarifications, on va entrer dans le processus de réclamation. D'abord, en ce qui concerne les acomptes. La protection pour les acomptes puis le parachèvement peut s'appliquer quand l'entrepreneur ne livre pas, que ce soit qui est en retard, un retard important, une faillite, une disparition. Bon, on commence par un cas d'exception un peu dans le plan de garantie, parce que c'est un cas à part. Contrairement aux autres cas, comme l'entrepreneur pourrait ne plus exister, vous pouvez réclamer directement à GCR sans avoir à dénoncer à l'entrepreneur d'abord. Parce qu'on comprend que, logiquement, s'il a fait faillite, vous ne pouvez pas vraiment lui demander de corriger des choses. Et vous pouvez écrire directement à réclamation@garantiegca.com pour obtenir le formulaire. Vous le remplissez, vous en transmettez une copie à l'entrepreneur en conservant une preuve, puis vous envoyez le tout à GCR avec les documents demandés. Faire une demande à GCR, ça coûte 100 $ plus taxe, donc 114,98 $. Sauf que moindrement que vous avez raison en tout ou en partie, ça va vous être remboursé. Il y a juste dans les cas où vous faites une demande et que c'est refusé à 100% que là, vous ne serez pas remboursé. Donc ensuite, GCR va ouvrir le dossier, il va contacter l'entrepreneur pour connaître ses intentions, puis il va produire une décision. Si la décision vous est favorable, GCR va vous rembourser les acomptes jusqu'à 50 000 $ ou prendre en charge le parachèvement des travaux. C'est ça qui s'applique si vous êtes propriétaire du terrain. Et pour assurer ceux qui se posent la question, là, même si votre entrepreneur est en faillite, GCA peut intervenir
C'est exactement pour ça que le plan de garantie existe. Ensuite, la protection pour les frais de relogement, de déménagement et d'entreposage, comme on l'a vu à la séance 2, c'est vraiment là, à la séance 1, pardon, c'est vraiment là pour vous permettre de récupérer des frais que vous avez engagés parce que vous n'avez pas pu habiter votre propriété, parce que l'entrepreneur ne l'a pas livré à temps ou parce que des travaux correctifs l'ont rendu inhabitable temporairement. Normalement, vous allez d'abord tenter de vous entendre avec votre entrepreneur, mais advenant qu'il ne soit pas coopératif, vous devez commencer par une dénonciation écrite à l'entrepreneur avec une copie à la gestionnaire. Ça laisse l'occasion à votre entrepreneur de finalement vous dédommager par lui-même. Attention, dès la dénonciation, vous devez mentionner les frais de relogement et joindre vos pièces justificatives, vos factures à GCR. Donc, important encore une fois de garder vos factures. Et vous avez jusqu'à au plus 6 mois après la réception de votre maison ou condo pour dénoncer. Si l'entrepreneur ne répond pas dans les 15 jours, vous pouvez faire une réclamation à GCR en payant le fameux 114,98, qui là aussi va vous être rendu si vous avez raison sur au moins un point. Le remboursement est plafonné à 6 000 au total pour le relogement, en fait pour tous les frais liés au retard, et il y a des limites journalières selon la taille et la taille de la famille. Donc, vous pouvez revoir la séance 1 à ce sujet-là. Pour les travaux correctifs, le processus commence toujours par la dénonciation, comme dans l'autre cas. Vous devez aviser l'entrepreneur par écrit du problème. Vous devez trouver le formulaire de dénonciation sur le site de GCR, le remplir, envoyez-le à votre entrepreneur et surtout de jamais oublier d'envoyer une copie à GCR. Ensuite, si l'entrepreneur n'agit pas dans les 15 jours, encore une fois, vous pouvez faire une déclaration officielle une réclamation officielle auprès de la GCR. Vous allez devoir envoyer le formulaire de réclamation à GCR, payer le 115 pour l'ouverture de la réclamation. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que ce montant-là va vous être remboursé si vous avez gagné, que ce soit en partie ou en totalité. GCR, bon, et c'est là que ça devient un peu plus complexe. Dans les autres cas, GCR pouvait juste recevoir les preuves et prendre sa décision lui-même. Là, comme on parle de travaux correctifs, il va falloir que GCR envoie un conciliateur pour constater les travaux qu'il y a à faire. Donc, il va envoyer un conciliateur qui va venir inspecter. Dans les 30 jours suivants, vous devriez recevoir un rapport détaillé. Si la GCR vous donne raison, ben, l'entrepreneur va devoir corriger. S'il ne le fait pas, GCR va prendre en charge les travaux directement. Donc, si on revient à une synthèse un peu des trois, on retient en particulier que pour les acomptes et le parachèvement, c'est le seul cas où ce n'est pas nécessaire de dénoncer avant de réclamer, alors que dans les deux autres cas, il faut absolument dénoncer le problème à l'entrepreneur et à l'OCR avant d'envoyer la déclaration, la réclamation officielle. Et sinon, dans tous les cas, le délai va être de 30 jours pour le faire. Après, bon, c'est juste le moment de départ qui change. Et l'entrepreneur va avoir 15 jours, lui, pour réagir. Donc, vous avez reçu la décision de GCR sous la forme d'un rapport du conciliateur en général et vous n'êtes pas d'accord ou l'entrepreneur n'est pas satisfait parce que lui aussi a le droit de contester la décision. Dans les deux cas, la décision peut être contestée, mais attention au délai. Vous avez que 30 jours à partir de la réception de la décision pour demander que ce soit la médiation ou l'arbitrage. C'est un délai qui est très important parce que si vous ne le respectez pas, bien, généralement, vous allez perdre vos recours à la GCR. Exception importante. Il existe en fait plusieurs cas d'exception où votre retard ne peut pas vous être reproché. Ce sont toutes des situations où votre retard est causé par la faute de GCR ou de l'entrepreneur. Par exemple, si l'acheteur a été amené à dépasser le délai suite aux représentations de l'entrepreneur ou de GCR, bien là, vous pourriez plaider cette exception-là pour dire que c'est de leur faute à eux s'ils n'avaient pas respecté le délai de 30 jours. Mais dans tous les autres cas, si vous ne respectez pas le délai de 30 jours, euh, il va être trop tard pour contester la décision. Comme je dis, il existe deux mécanismes pour aller contre une décision de la GCR, la médiation, qui est volontaire, et l'arbitrage, qui, elle, est contraignant. Et on va voir un peu plus en détail les deux mécanismes. La médiation, comme je viens de dire, c'est un processus qui est volontaire. Les deux parties, donc vous et l'entrepreneur, devez être d'accord pour y participer. Si l'entrepreneur refuse, il faut aller directement en arbitrage. Si les deux parties acceptent, bien, il y a un médiateur indépendant qui vient faciliter la discussion entre vous et l'entrepreneur. Son rôle, ce n'est pas de décider quoi que ce soit, mais c'est vraiment d'aider les parties à trouver une solution. Si la médiation réussit, l'entente va être écrite, elle va lier les deux parties et ça va être reconnu là, par GCR. Si ça échoue, vous pouvez quand même aller en arbitrage pour les points
qui n'auront pas été résolus. Un point important à retenir, par exemple, c'est que les frais de la médiation vont être partagés en parts égales entre vous. À l'opposé, l'arbitrage, c'est la voie de recours principale si vous contestez une décision de GCR pour la simple et bonne raison que l'autre partie n'a pas besoin d'être d'accord. C'est un processus qui ressemble un peu à un procès, mais beaucoup moins formel que les tribunaux ordinaires, puis beaucoup plus rapide. Vous devez choisir un organisme d'arbitrage parmi ceux qui sont agréés par le gouvernement, en fait par la Régie du bâtiment du Québec. Présentement, il y en a 4, mais vous pouvez aller les trouver sur le site garantie.gouv.qc.ca. L'arbitre va analyser votre dossier, il va convoquer les parties, il va rendre une décision qui va être finale et sans appel. L'arbitre peut vous donner raison sur aucun point, il peut vous donner sur quelques points, il peut vous donner raison sur tous les points, dépendamment de la situation. C'est vraiment lui qui va déterminer qui a raison sur quoi. Une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que l'arbitrage va coûter cher? Si c'est vous qui demandez l'arbitrage, dans la grande majorité des cas, les frais sont assumés par GCR. L'exception, c'est si l'arbitre ne vous donne raison sur aucun point, là, vous pourriez avoir à payer des frais. Ça va être à la discrétion de l'arbitre. Pour la médiation, les frais, comme on l'a dit, sont partagés de manière égale entre les deux parties. Selon nous, ça explique d'ailleurs en bonne partie pourquoi c'est encore très peu utilisé dans le cadre du plan de garantie. Le règlement actuel date de 2014. On parlait un peu moins de médiation, peut-être, il y a 10 ans. Le gouvernement incite de plus en plus les gens à avoir recours à la médiation dans multiples domaines. On ne serait pas surpris que la question des frais de médiation évolue dans une prochaine révision du règlement, mais en tout cas, présentement, dans le cas de la médiation, les frais ne seront pas assumés par GCR, alors que dans le cas de l'arbitrage, il y a des bonnes chances qu'ils le soient. Donc, ça fait que pour le moment, c'est plus coûteux d'aller en médiation que d'aller en arbitrage. Donc, c'est surtout à privilégier dans les cas où vous avez quand même une relation correcte avec l'entrepreneur, qui a simplement un ou quelques points sur lesquels vous ne vous entendez pas. En particulier, si vous semble que la poire pourrait être coupée en deux à l'avantage des deux parties, ben, la médiation, ça peut être intéressant. Mais si la situation est très conflictuelle, évidemment, on va se diriger rapidement vers l'arbitrage. À noter aussi que si jamais GCR refuse votre réclamation parce que ce que vous réclamez, ce n'est pas couvert par le plan de garantie, puis que ça vous semble effectivement être le cas, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est toujours possible d'intenter une action devant les tribunaux civils traditionnels, consulter un avocat avant pour avoir une idée de vos chances de succès, là. Mais le fait qu'il existe un plan de garantie, ça ne vous prive pas de vos recours. Cela dit, l'inverse n'est pas vrai comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, si vous faites appel aux tribunaux pour quelque chose couvert par la garantie, bien, vous allez perdre la protection du plan de garantie pour ces éléments-là, là, qui vont être considérés déjà jugés. Donc, si on s'attarde un peu plus au processus d'arbitrage, à retenir, pour aller en arbitrage, on a un délai de 30 jours suivant la décision ou l'échec de la médiation. Il faut faire une demande à un organisme d'arbitrage autorisé par la RBQ. Présentement, comme je disais, il y en a 4. Vous allez les trouver sur le site garantie.gouv.qc.ca. Après avoir reçu la demande, l'organisme d'arbitrage va désigner un arbitre qui va aviser les parties intéressées, puis l'administrateur du plan de garantie, donc GCR. Normalement, l'administrateur doit alors va transmettre le dossier à l'organisme d'arbitrage, qui lui va vous transmettre ce qui s'appelle le guide de vulgarisation, qui est un document qui vous explique vraiment comment fonctionne toute la procédure d'arbitrage, notamment c'est vos droits, en fait, les droits des deux parties dans le cadre de l'arbitrage, vos droits de représentation. Donc, vous avez le droit d'être représenté par avocat si vous le voulez, les règles de procédure, la preuve à suivre, le mode d'assignation des témoins et des experts, la possibilité d'inspecter des biens ou de visiter les lieux, la consignation d'une entente entre le bénéficiaire, l'entrepreneur, l'administrateur ou d'un désistement dans une décision arbitrale et ben, la procédure d'homologation de la décision arbitrale une fois qu'elle est rendue. Ensuite, dans les 30 jours, il va y avoir une première rencontre entre les parties et l'arbitre. On va appeler ça la conférence de gestion et ça vise à s'entendre sur le déroulement de l'arbitrage. Par exemple, sur les témoins ou les experts qu'une ou l'autre partie voulait faire entendre. Ensuite, vous allez devoir préparer ce qu'on va appeler le cahier des pièces, qui vient regrouper tous les éléments de preuve que vous voulez soumettre à l'arbitre. On va voir ça plus en détail dans une prochaine séance, mais ça représente une grosse partie de votre préparation. Évidemment, vous devez vous assurer que votre dossier est complet, que ce soit photo, rapport d'expert, correspondance avec l'entrepreneur ou avec GCR, etc. Vraiment que toutes vos preuves sont au dossier et que ça a été transmis à la fois à l'arbitre et aux autres parties, donc à l'entrepreneur
euh, et à GCR à la date qui a été convenue avec l'arbitre. Il ne faut pas hésiter à solliciter les services d'un avocat ou d'autres ressources juridiques pour des consultations ou pour la représentation, s'il y a des points juridiques qui doivent être discutés, là, parce que les montants en jeu peuvent être quand même importants, là. Une fois que les parties sont prêtes, l'arbitre va pouvoir tenir l'audience, ce qui s'apparente un peu à un petit procès privé, là. Notez que s'il y a des raisons de croire que l'un des témoins ne se présentera pas à l'audience, un peu comme devant les tribunaux, là, il y a moyen de faire une demande au centre d'arbitrage pour délivrer une citation à comparaître, afin d'obliger le témoin à se présenter, puis à déposer son témoignage. Petite note, non, on parlera probablement davantage dans la séance sur la preuve, là. Vous pouvez faire ça, mais forcer quelqu'un à témoigner, il faut être vraiment sûr de ce qu'il va dire, parce que des fois, s'il ne veut pas venir témoigner, c'est pas toujours dans votre intérêt de le forcer. Puis, c'est ça. Par la suite, une fois que l'arbitre va avoir pu faire l'audience, se pencher sur la preuve que les deux parties lui présentent, il va avoir, il va repartir de son côté, il va pouvoir préparer sa décision qui va être un peu comme dans un procès. Il va avoir une décision écrite, motivée, qui va vous expliquer pourquoi il tranche dans telle ou telle direction sur les différents points. Et comme on l'a dit tout à l'heure, cette décision-là va être finale et sans appel. Je viens de dire que la sentence arbitrale est finale et sans appel. Une nuance importante, c'est que on ne peut pas porter la décision de l'arbitre en appel, mais on peut porter le processus en appel. C'est-à-dire que si on juge que l'arbitre n'a pas respecté les règles normales d'arbitrage, qu'il n'y a pas, supposons un arbitre qui refuserait d'entendre des témoins pour des raisons frivoles, là, ou qui manifestement fait des erreurs, pas tant dans le jugement, pas tant dans la décision qu'il prend, mais dans la façon de tenir l'arbitrage, là, il y a moyen de s'adresser aux tribunaux pour obtenir une révision judiciaire. Mais encore là, la révision judiciaire, normalement, ne va pas se repencher sur le fond de l'affaire. Elle va venir, elle va me dire, est-ce que l'arbitre a agi correctement? Est-ce qu'il a tenu le processus d'arbitrage correctement? Et ça conclut la matière qu'on voulait couvrir ce soir. Euh, Toujours un petit rappel que, comme si vous cherchez les formulaires et tout ce qu'il faut pour réclamer ou pour dénoncer, tout ça va être sur le site de GCR, qui devrait être votre principal interlocuteur moindrement que vous avez des problèmes avec le plan de garantie. Cela dit, on est aussi là pour vous aider, et en particulier si vous n'êtes pas d'accord avec ce que GCR vous a répondu, n'hésitez pas à nous contacter et on est là pour essayer de vous aider à démêler qu'ils ont pu vous répondre. Donc, merci encore beaucoup pour votre participation ce soir. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à notre infolettre et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je tiens à remercier encore une fois la Régie du bâtiment du Québec de financer le projet qui nous permet de produire des séances comme celle-ci. Et ça nous amène à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. Je veux juste récapituler un petit peu le processus dans le cas d'une réclamation pour des frais de logement, d'entreposage, de déménagement et tout. Donc, la première étape à suivre, ce serait de faire une dénonciation. C'est ça, écrite à l'entrepreneur et à GCR. Oui. En fait, certains diraient que l'étape zéro, c'est d'abord d'essayer de s'entendre avec l'entrepreneur. Si on voit que c'est. Parce que dans certains cas, on n'aura même pas besoin de faire la dénonciation. L'entrepreneur va reconnaître que, ah oui, ben oui, je sais, je suis en retard, là. Mais bon, l- oui, OK. l'étape 1 officielle, c'est la dénonciation. La nuance qu'on avait faite à la séance 1, je crois, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que bon, si vous réclamez après la livraison, là, on oublie ce que je vais dire là. Si quelqu'un veut réclamer, parce que normalement, les frais de relogement, on a 6 mois après la livraison, après la Exact. réception pour Oui. les réclamer. Il n'est pas écrit qu'il faut attendre à la réception pour le faire. Donc, quelqu'un qui a déjà atteint le seuil de 6 000 $ avant même que la liaison soit livrée pourrait théoriquement réclamer OK. avant même la réception. C'est juste que ça se peut que ça envenime les relations avec l'entrepreneur. Donc, C'est ça. il faut réfléchir à la relation qu'on a avec l'entrepreneur avant de le faire. OK, c'est ça. Donc, si on attend après la réception, ce qui est notre cas, là, parce qu'on a Mhm. essayé avant, mais ils ne voulaient rien savoir, à ce moment-là, je suis quand même mieux de contacter
de faire une demande auprès de l'entrepreneur, j'imagine, parce que ce 6 000 $-là qu'il a à payer, est-ce que c'est comme une assurance, lui? Est-ce qu'il débourse ça de sa poche? Est-ce que ça vient de la GCR? Est-ce que, quel, de quelle façon, dans le fond, il pourrait être contre l'idée de répondre positivement à notre demande? Si ça fait ça va faire 10 mois là, qu'on attend, puis qu'on doit se reloger, est-ce qu'en principe, c'est pas un montant énorme par rapport à ce qu'on a payé pour se reloger durant Je cette pense que ça période-là? dépend beaucoup des Ouais, entrepreneurs. Supposons que GCR donne gain de cause à l'acheteur. euh, c'est sûr que, bon, GCR va payer, mais c'est sûr que GCR va se revirer vers l'entrepreneur ensuite ou vers sa caution financière à lui. Parce que pour avoir une accréditation chez GCR, l'entrepreneur doit avoir OK. des cautions financières. Mais en fait, c'est Mais ça ma bon, question. Est-ce que c'est GCR qui va... Admettons que je lui réclame le 6 000 mhm, de GCR là, pour les frais de relogement. Je lui demande pas de me rembourser tous les frais de relogement, d'entreposage, de déménagement supplémentaire, etc. Mais juste cette assurance-là, dans le fond, de GCR. Est-ce que, en principe, il devrait être d'accord pour agréer à ma demande ou bien est-ce que ça peut ben, être un conflit avec l'entrepreneur? Est-ce... ben, en principe, à partir du moment où l'acheteur est devenu propriétaire, puis en Mhm. principe où il a raison sur le fond, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Je peux pas dire dans votre cas, mais supposons que bon, vous avez toutes les factures qu'il faut et que bon, la date de livraison n'a pas été modifiée en cours de route, ça a bien passé chez le notaire. Et manifestement, la date qui est sur le notaire est vraiment pas la même que celle qui était sur le contrat initial. Mhm. Ben, on peut penser que GCR va rembourser l'acheteur et il va se retourner vers l'entrepreneur. Donc, s'il a l'intention de demeurer en affaires avec une accréditation, je vois pas pourquoi il se tirerait dans le pied en ayant un mauvais dossier chez GCR. OK. Puis si là, il refuse, ben là, c'est mon choix d'aller en médiation ou en arbitrage. Et on vient de sauter une étape. OK. Si lui refuse, ben c'est normalement, vous allez faire la réclamation à GCR. GCR, oui. GCR va voir que la réclamation semble admissible si vous avez toutes les pièces et que tout est beau. OK. Donc, J'aurais pas GCR besoin va d'aller rendre plus sa loin. décision, puis vous n'aurez pas Oui. besoin de vous occuper de l'entrepreneur. OK. OK, La parfait. médiation, l'arbitrage, c'est si GCR disait que vous n'avez pas raison OK, je et que comprends. vous voulez contester ça. OK. L'exemple, si on parle vraiment de relocalisation, là, l'exemple qui avait été donné à la séance 1, c'est, supposons, OK, c'est pas du tout votre cas, mais supposons que la relocalisation n'est pas due à un retard, elle est due au fait qu'il y a des travaux correctifs à faire sur la maison. Il y a Mhm. des problèmes de fondation, l'entrepreneur va être obligé de soulever la maison, de faire des correctifs, de redéposer la maison. Vous ne pourrez pas habiter dans la maison pendant ce temps-là. Et vous décidez que, ben là, tant qu'à pas pouvoir habiter chez vous puis être prise à payer de l'hôtel, vous allez prendre ce temps-là pour aller en vacances. Présentement, GCR accepte pas ça. Dans leur idée, euh, ils vous payent pour vous le relocaliser, pas pour partir en vacances. Sauf que ça ne s'est jamais rendu en arbitrage, cette question-là. Fait que si quelqu'un décide, en tout cas pas à notre connaissance, donc quelqu'un pourrait dire non, j'essaie a refusé, mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas parti en vacances parce que je veux profiter du système. Je suis parti en vacances parce que je n'avais pas le choix de m'en aller ailleurs que chez nous Mhm. pendant cette période-là. Puis tant qu'à faire, je veux dire, eux, ils ont un montant maximum par jour. Je ne leur demande pas plus que le montant maximum par jour. Ça pourrait peut-être être contesté. Je ne dis pas que quelqu'un gagnerait son arbitrage, là, mais quelqu'un pourrait dire non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je porte ça en arbitrage. OK. OK. OK, c'est clair. Merci beaucoup. Merci pour Ça la fait plaisir. séance ici. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Oui, Au début, tu as parlé d'un délai de 3 jours pour faire, je pense, une oui. dénonciation. Est-ce que ce Euh, délai-là, oui, en cas de se cacher, je pense, là. Est-ce que oui, ce délai-là est trop court ou s'il est suffisant? c'est un cas très particulier. Je reviens à ça. Tout ce qui est apparent doit être normalement dénoncé au moment de l'inspection pré-réception. Donc, avant d'acheter, on fait l'inspection pré-réception avec l'entrepreneur. On note, on constate tout le monde dans quel état est la maison et on va écrire au formulaire de GCR tout ce qui reste à corriger. Supposons qu'il y a quelque chose
que je n'ai pas vu pendant l'inspection pré-réception. J'ai 3 jours pour le remarquer, mais il ne faut pas que j'aille emménager dans la maison. Donc, tant que j'ai pas aménagé qu'on n'a pas aménagé dans l'habitation, j'ai 3 jours pour remarquer un défaut que je n'avais pas remarqué avec l'entrepreneur. Ce qui fait que, supposons que pendant l'inspection pré-réception, la tension commence à monter, j'ai un malaise avec l'entrepreneur. L'entrepreneur fait des pressions pour pas que j'écrive quelque chose sur le formulaire. Même je peux décider le lendemain que je rajoute quelque chose que j'ai remarqué et que je dénonce ça à GCR pour dire, oh, je n'avais pas vu ça pendant l'inspection pré-réception. Et ça, c'est là qu'il est le fameux délai de 3 jours. Une fois que ce délai-là de 3 jours est passé ou que je suis entré dans la maison, là, que j'ai pris possession de la maison, on a aménagé là, tout ce qui est apparent, il va falloir travailler fort pour le dénoncer. OK. Pour essayer de dire que c'était pas apparent. Merci. Bon, s'il n'y a plus de questions, merci encore pour votre participation. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis, merci encore à la Régie du bâtiment du Québec de subventionner le projet. Donc, bonne fin de soirée à tout le monde. Puis, on vous souhaite un beau projet avec votre future habitation.